question tantôt, bien sûr. Je vais maintenant inviter Mme Sicotte, qui, elle, va nous présenter une conférence qui s'intitule L'alimentation et la gastronomie comme objet médiateur. Merci. On m'entend? Alors, le premier étonnement, quand on regarde l'état du champ gastronomique en ce moment, que vous partagez avec moi, je crois, concerne sa croissance foudroyante. C'est une chose à laquelle on a fini par s'habituer, mais la gastronomie ou l'aliment sont vraiment partout. Dans les grands quotidiens, les revues, la télé, sur Internet, la présence de la gastronomie ne cesse de s'accroître. On sait que le segment d'édition le plus dynamique est celui des livres de recettes. Les chefs cuisiniers sont de nouvelles vedettes. Les émissions de télé-réalité qui mettent en scène le thème alimentaire occupent systématiquement les cases horaires, et c'est sans compter les chaînes spécialisées qui surfent aussi sur la popularité du sujet. Les gens, une partie de la population en tout cas, mangent souvent au restaurant, discutent de nourriture, sont des consommateurs de plus en plus curieux et informés. Et donc on peut, comme le faisait remarquer Jean-Pierre, véritablement parler d'un phénomène de société qui a pris de l'ampleur au cours des 15 dernières années et qui ne semble pas s'essouffler. Pour moi, c'est un phénomène qu'on doit interroger, qu'on doit tâcher d'interpréter. Qu'est-ce qui se dit à travers cette préoccupation? Qu'est-ce qu'elle révèle de ce que nous sommes, de nos identités, des lignes de force et des fractures qui traversent notre société? Quels sont les enjeux que la gastronomie en tant qu'objet permet de soulever, de penser, de problématiser, peut-être aussi de résoudre? Si on regarde l'ensemble des discours et des pratiques, il s'agit d'un domaine d'abord immense, où il y a de tout pour tous, du plus institutionnel au plus marginal, dans les sites web, les blogs, livres et revues, cours de cuisine, agrotourisme, émissions de divertissement, documentaires et j'en passe. Mais je dirais quand même que sous cette variété, il y a une dominante qui se profile. Une grande partie de notre imaginaire exploite l'hédonisme de la consommation alimentaire avec une tendance vers le cochon, on passe le terme, le festif, l'excessif, la nourriture, des occasions spéciales et pas forcément celles de tous les jours. Malgré tout, on valorise dans ce cadre-là des mets d'exécution assez simples et sans prétention. Il s'agit de bonne bouffe, mettons des guillemets, et pas de haute cuisine. Et puis enfin, le registre humain qu'on privilégie est décontracté. C'est celui d'une socialisation informelle où on reçoit des amis dans la cuisine en prenant un verre. Et donc une sorte de repas idéal qui se dessine, un banquet convivial, inclusif, déhiérarchisé, un moment d'abondance et de plaisir partagé qui serait au fond de notre imaginaire. C'est vrai, il existe des discours et des pratiques qui ne s'inscrivent pas dans cette dominante, où les enjeux gastronomiques sont mis en lien, par exemple, avec des préoccupations de santé, de nutrition, d'environnement, de politique, d'économie, d'art, comme on l'a vu ce matin. Mais ces considérations plus marginales, sans doute moins spectaculaires aussi, sont souvent laissées à des spécialistes. On ne les retrouve pas aux heures de grande écoute, pas sur les couvertures des magazines. Bref, ce ne sont pas elles qui ont la plus grande légitimité, qui sont les plus vendeuses, on dira comme ça. Même des discours qui sembleraient a priori avoir la vocation d'outiller les cuisiniers, par exemple des discours plus techniques, les livres de recettes, entrent souvent dans cette logique de la spectacularisation de la gastronomie, de la maximisation de la gourmandise. Il y a donc une primauté accordée aux valeurs de plaisir qui serait perçue comme propre au secteur de la gastronomie. Et pour le dire dans les mots de Michel Onfray, je cite, « La cuisine est devenue une esthétique à part entière, un prétexte pour expérimenter le goût dans la jubilation, une occasion hédoniste. » Bon, bien sûr, tout le monde concédera, la gourmandise peut bien naturellement être liée au thème de la gastronomie, mais cette tendance hédoniste et déhiérarchisée qui serait propre à notre imaginaire, elle n'est tout de même pas banale. Elle n'aurait pas pu s'exprimer de la sorte il y a 50 ans, par exemple chez Jeanne Benoît, Henri Bernard, ou même plus récemment chez Françoise Keller, chez qui les questions, par exemple, d'économie, d'équilibre alimentaire ou de technicité étaient beaucoup plus présentes. Je reviens donc alors à ma sorte de question initiale. Qu'est-ce qui se dit à travers cette obsession collective pour la nourriture? Pour trouver un commencement de réponse, j'évoquerai notre condition contemporaine. Je dirais bien nouveau ici, mais nous sommes modernes, certains diraient même hyper modernes. Dans nos vies individuelles et collectives, on a rompu avec la tradition. On a quitté le domaine des règles fixes, des systèmes de croyances contraignants. On est entré dans l'univers pluriel et mouvant des visions subjectives du monde. Bien sûr, il y a de la liberté, et je pense qu'on la revendique tous, mais il y a aussi potentiellement de l'anomie, c'est-à-dire une perte des repères, une perte du nomos, qui serait l'ensemble des principes organisateurs du monde, tels qu'on les voit.
Or, quand on vit dans un contexte caractérisé par l'anomie, survient des fragilisations, des sentiments de perte, et en tant qu'individu, par exemple, on le sait tous, on est isolé, atomisé. Nos relations à la collectivité, qu'il s'agisse de la famille ou plus largement du social, n'obéissent plus à des codes, à des valeurs, à des rituels établis d'avance. Il faut tout réinventer constamment. Nos relations interpersonnelles sont sous tension, instrumentalisées par l'économie, par les rapports professionnels, par le pouvoir. Notre rapport au réel est de moins en moins direct, de plus en plus médiatisé par les modes de vie urbains, la technologie. Notre filiation au passé est rompue, même si on essaie peut-être de le reconstruire. Et pour ce qui concerne l'avenir, on a de la difficulté à se le représenter autrement que sur un mode apocalyptique. Bref, on s'inscrit dans un instant présent qui est simplement une sorte de fugacité perpétuelle. Tout ça a déjà été dit, beaucoup mieux que je ne saurais faire ici, concernant cette condition moderne, hyper-moderne qui serait la nôtre. Mais là où je veux en venir, faire le lien avec notre sujet, c'est que cette condition, à mon avis, suscite des quêtes de sens dont témoignerait le phénomène de l'explosion de la gastronomie. Au fond, quand on parle de gastronomie, il est question d'autre chose. C'est un sujet prétexte qui cristallise, qui condense toute une série d'enjeux civilisationnels plus profonds. On cherche des remèdes à nos malaises, on veut compenser nos sentiments d'anomie, de désorientation, on essaie de reconstruire quelque chose qu'on estime avoir perdu. De ce point de vue-là, notre imaginaire gastronomique ne montrerait pas tant ce que nous sommes, mais ce que nous voudrions être, ce dont nous manquons, ce dont nous avons besoin. Cette hypothèse permet de comprendre pourquoi le filon hédoniste est si important. Si le plaisir gastronomique nous séduit tant, c'est d'abord parce qu'il met en contact avec le concret. La vie contemporaine, je le disais tantôt, l'organisation du travail, les modes de vie, l'organisation font que dans nos sociétés occidentales développées, on fait l'expérience d'une distance plus grande que jamais par rapport au concret et consulte, peut-être même sans le savoir, de mort. Notre rapport au monde est médiatisé. On envisage le réel à travers des filtres, par exemple, les discours qui circulent dans l'espace social, les technologies d'information, télé, Internet ont des filtres, il y en a toujours eu dans l'histoire de l'humanité, puisqu'on vit de représentation. Mais ces filtres, maintenant, prennent de plus en plus de place et on les contrôle de moins en moins à mesure que nos modes de vie évoluent et se raffinent. On serait donc en quête d'une sorte de compensation, en quête d'un rapport au concret, au sens, au plaisir et à l'expérience directe, dont nos modes de vie actuels tentent à nous priver. Le fait de manipuler des aliments, des toucher, des sentir, des manger, le tout dans un discours de plaisir, c'est autant de tentatives de réparation. Donc, les préoccupations, par exemple, concernant l'origine et la traçabilité des aliments, le rapport au passé, dont Jean-Pierre tu parlais tantôt, sont aussi inscrits dans cette entreprise de réparation avec les images idéalisées du terroir, de la campagne, de la production artisanale, de rapport personnel avec le producteur. Évidemment, cet imaginaire, comme tous les imaginaires, il est une construction, une représentation, mais on peut supposer qu'il nous fait du bien, qu'il met un baume sur une plaie, puisqu'on en redemande. La sociabilité qu'on valorise dans le cadre de notre imaginaire gastronomique, elle est aussi interprétée dans ce cadre. Je le disais tantôt, les valeurs maîtresses ici, ce serait la convivialité et l'absence de hiérarchie. Dans notre repas idéal, idéalisé, on prépare des aliments achetés dans des réseaux choisis de fournisseurs qui forment comme une version heureuse et très simplifiée du marché. Et on mange parfois en famille, mais surtout entre amis, dans un climat où règne la proximité, la déconstruction, bref, le plaisir partagé dans des relations sociales qu'on pourrait qualifier d'horizontales et non pas de verticales. Or, ces images s'inscrivent sur le fond d'une crise des liens sociaux. On a une perte de contact personnel, une grande mobilité des relations, un malaise face aux situations justement de hiérarchie ou d'inégalité, et une tension permanente et même de l'agressivité dans les rapports sociaux quotidiens. Donc, les représentations de proximité et de convivialité qui sont produites par cet imaginaire gastronomique permettent, elles montrent un désir de recodifier, de redonner du sens, et de redonner du sens non seulement au repas, mais à toute notre sociabilité. On rêve à un social où il y aurait des regroupements amicaux, harmonieux, qui éviteraient les conflits, la division, les opinions contraires. On serait en groupe, mais dans le plaisir, dans une sorte de sphère dépolitisée et consensuelle. Pour me résumer, je dirais donc que la popularité de la gastronomie révèle une quête de sens, liée au fait qu'on a besoin de compensation, de représentations lénifiantes, nostalgiques ou réconfortantes, qui nous feraient retrouver des repères. Elle traduit une crise contemporaine qui n'est pas qu'alimentaire, mais que le thème alimentaire permet d'exprimer. Elle montre qu'il y a un véritable travail de l'imaginaire collectif autour de l'imaginaire social, dirais-je plutôt, autour des questions du concret, des règles, des rituels, du rapport au monde et au temps, de l'identité intime et sociale.
Mais on peut se demander dans quelle mesure ces représentations compensatoires sont-elles vraiment efficaces? Est-ce que c'est de belles images, des fantasmes, des rêves qui ne changent pas la vie? Malheureusement, oui, on peut être enclin à le penser. Je vous vois hocher de la tête pour certains. Là où le discours gastronomique semble avoir une répercussion directe, c'est chez les consommateurs des milieux urbains, bien dotés financièrement, surtout culturellement, dans la vente de produits de niche, dans la croissance de la restauration et chez soi dans la pratique de la cuisine d'exception. C'est le filon hédoniste, donc avec sa composante individualiste et peu structurante au point de vue social, qui trouve une résonance là où les gens ont des ressources et peuvent au fond adopter cette tendance. Mais ailleurs, le portrait est assez peu reluisant. Les sondages révèlent que les gens cuisinent de moins en moins, que leur sentiment de compétence est assez limité. La portion du budget que les ménages consacrent aux repas pris à l'extérieur ou acheter tout fait continue de croître par rapport à l'argent qu'ils investissent pour des repas préparés à la maison. Les gens mangent devant la télé ou au moins avec la télé en toile de fond. Une bonne proportion de la population pour qui le repas en famille ou même à plusieurs constitue une exception. De nombreux consommateurs trouvent que les informations nutritionnelles sont confuses et leur savoir par rapport à l'alimentation est difficile à recueillir. Bref, la gastronomie suscite l'adhésion des gens en tant que spectateurs et consommateurs, mais elle ne réussit pas forcément à modifier les comportements. On dirait qu'elle tourne jusqu'à un certain point à vide. On peut aussi, et là les choses sont peut-être encore plus criantes, s'interroger sur la vitalité d'un imaginaire gastronomique euphorique dans un monde où l'obésité, les maladies liées au mode de vie explosent, les inégalités économiques s'accentuent, les défis environnementaux sont plus grands que jamais et des famines à grande échelle continuent de sévir. Donc on est obligé vraiment de se demander, est-ce que c'est pas un passe-temps, un pansement pour nos bobos, un passe-temps pour bien nantis, une sorte de snobisme qui en plus ferait écran, empêcherait de voir une réalité alimentaire plutôt pénible. Pourtant, c'est une critique qu'on n'entend pas beaucoup. Il y a une sorte de quasi-unanimité dans cet imaginaire qui n'est pas antagonique, qui n'est pas polyphonique. Donc, notre imaginaire serait aussi consensuel. C'est peut-être justement parce qu'il fonctionne comme une compensation, comme un mécanisme de défense contre l'ennemi. Bref, il serait l'équivalent symbolique de la tarte aux pommes que tout le monde apprécie, dont tout le monde veut un morceau. À ce titre-là, je dirais que notre imaginaire gastronomique, on pourrait le qualifier de régressif dans sa dominante hédoniste et déhiérarchisée. On pourrait le qualifier de régressif parce qu'il favorise un repli sur les domaines de l'intime, de la satisfaction personnelle des désirs, du privé. L'identité est réduite à cette dimension consensuelle, elle est déproblématisée, dépolitisée, coupée de cette dimension dynamique et polémique. Mais, il y a un mais, heureusement, il faut croire que la gastronomie mène à tout, puisque la quête de sens continue à se manifester et qu'elle crée peut-être inévitablement un chemin dans sa trajectoire du nouveau. C'est que la nourriture, au fond, et c'est peut-être ce qu'on découvre avec cette journée, mais on le répète constamment, la nourriture est un objet puissant. C'est un objet qui nous pénètre, qui nous constitue, qui nous définit. Elle est un lien entre notre corps et l'univers du vivant. Elle est un lien entre l'individu et le groupe. Elle touche à tous les aspects de la vie, autant les plus concrets que les plus abstraits, l'intime et le collectif, le pulsionnel et le rationnel, le plaisir et le politique. C'est aussi un objet malléable qu'on peut s'approprier à partir de divers champs disciplinaires. Elle est aussi, à notre époque hypermoderne, et là je voudrais insister là-dessus, un objet particulièrement propice à de l'investissement symbolique productif, justement parce qu'elle appartient au domaine de l'expérience et de la subjectivité, tout en ayant le pouvoir, à partir de là, de nous conduire vers des enjeux plus globaux. C'est comme si dans cette époque hypermoderne, on ne croit plus aux idéologies, on ne croit qu'à nos perceptions, mais la nourriture nous permet de faire ce pont-là et de renouer cependant avec le collectif. Et il me semble que c'est justement ce qui se produit. À mesure qu'on s'intéresse de façon plus approfondie à la gastronomie, les enjeux qui restaient souvent informulés se posent. On peut le constater peut-être dans des secteurs davantage d'avant-garde, parallèles ou émergents, mais c'est vraiment là et de plus en plus de façon tangible. Appelons ça le retour du refoulé gastronomique qui participe à la construction identitaire autour du thème alimentaire, mais d'une façon nouvelle et plurielle. Quelques exemples. Si je rêve à une agriculture artisanale idéalisée, comme il nous arrive tous de le faire quand on regarde Curieux Bégin, par exemple, je rencontre désormais en chemin les questions de la production agricole industrielle et de ses effets environnementaux et économiques. Peut-être qu'alors je vais adopter un fermier de famille, faire un potager communautaire, devenir membre d'un groupe écologiste.
Si je veux vraiment, au-delà du fragment d'appréciation qu'on entend trop souvent d'ailleurs, parler du plaisir de la bonne chair, peut-être qu'il faut que je comprenne l'aliment dans ses dimensions plus techniques, que j'emploie des notions de vocabulaire de nature scientifique pour décrire les saveurs et les parfums, bref, que je ne me fonde pas que sur l'intuition, mais aussi sur une forme de théorisation. Si je veux envisager le repas ou les aliments comme des productions esthétiques, je suis peut-être amenée à intégrer des apports provenant du domaine des arts, comme on l'a vu ce matin, et alors je dois certainement donner au terme esthétique une extension qui n'inclut pas que le joli ou le plaisant. Si je veux quitter le domaine de la pure subjectivité, retourner à des formes de repas qui incluraient le social, les collectivités, il me faut renouer au moins partiellement avec le domaine des rituels, mais aussi des règles et de la contrainte. Si je veux comprendre la nature culturelle de mes choix alimentaires, j'ai besoin d'examiner ce que je mange aujourd'hui, mais aussi les traditions alimentaires qui convergent, les héritages, les influences, les métissages qui composent notre assiette. Si je suis sensibilisée aux enjeux moraux de l'acte de se nourrir, ça peut me conduire à adopter des pratiques de consommation différentes, à réduire mes besoins, à me priver de certains aliments. Bref, cette logique purement hédoniste qu'on a connue, elle est vraiment mise à mal de plus en plus par de telles ouvertures. Et, il faut le souligner, ces trajectoires possibles de mangeurs avertis, appelons ça comme ça, entrent souvent en tension avec des idées reçues et des pratiques courantes. Il n'y a donc peut-être plus dans ce cadre un seul repas idéal, un grand banquet hédoniste et convivial, mais plusieurs types de repas qui coexistent. Je crois donc qu'on est en train d'y arriver à cette phase de développement, qu'on est en train de passer de ce que j'appellerais une gastronomie réconfort à une gastronomie citoyenne. Des valeurs qu'on a souvent vues comme distinctes, inconciliables, entrent en contact les unes avec les autres et changent le visage de la gastronomie. Le subjectif et le social, le privé et le politique, le concret et l'abstrait, le passé et le présent, le plaisir et l'équilibre, l'expérientiel et la science, et j'ai rajouté, suite à la conversation de ce matin, l'animal et l'humain. On pourrait dire alors, et c'était le sens de mon titre, l'objet gastronomique comme médiateur de l'identité, l'aliment et la gastronomie deviennent de ces objets médiateurs qui permettent d'articuler les enjeux collectifs, de montrer qu'il y a des tensions entre des termes opposés, des contradictions peut-être, mais aussi éventuellement de les penser, de les surmonter, bref, de réinterpréter les rapports entre les différents domaines de nos vies et ce faisant de construire du social autrement. Alors la gastronomie peut-être peut devenir non seulement un miroir de ce que nous sommes, mais aussi un instrument de changement social. C'est sûr qu'elle nous amène sur un terrain qui est moins consensuel, devient plus polémique, dérangeante et exigeante, mais c'est à ce prix qu'elle peut s'avérer constructrice d'identité vraiment ouverte et dynamique. J'ajouterais qu'il me semble qu'elle est tout à fait inscrite dans un air du temps qui est le nôtre depuis le printemps érable, un air du temps qui se manifeste d'ailleurs aussi mondialement, et où on perçoit ce désir de renouveler les sociabilités individuelles et collectives. Et pour faire un jeu de mots qui j'espère vous plaira, on pourrait en fait plaider ici plus largement pour un printemps arable, où on cultiverait notre jardin gastronomique dans la variété, en gardant les fruits bizarres, atypiques et même les mauvaises herbes. Mais, et je vais conclure ici, cet imaginaire émergent, celui d'une gastronomie engagée ou citoyenne, il faut le nourrir, le stimuler pour qu'il trouve des répercussions concrètes qui s'arriment dans le réel. Et il faut être conscient surtout que la régression demeure toujours possible. On est poussé à la surconsommation constamment. Le marché a un gigantesque pouvoir structurant sur nos vies. Les instances politiques, soit par inertie, soit par méfiance, n'encouragent pas forcément la prise en charge citoyenne. Les gens, dans leur vie individuelle, ont des existences difficiles qui favorisent le repli sur soi, le besoin de réconfort. Bref, tout ça menace de nous ramener dans des modèles purement compensatoires. Et donc, je dirais que c'est à vous, à nous, à ce que nous sommes en tant que mangeurs, nous sommes tous des mangeurs, oui peut-être, mais surtout à ce que nous sommes en tant qu'intellectuels, que praticiens, qu'artistes ou communicateurs, que revient en partie, en tout cas, la tâche de résister, de garder cette gastronomie vivante et pourvoyeuse de sens. Merci.